Dans le département de Bombay, l'accident impliquait un bus de transport en commun en provenance de Pikine, Ikotaf et un camion. Le bus aurait pris feu juste après la collision. Dans l'actualité également, la conférence internationale des barreaux et le barreau du Sénégal s'engagent dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Elle a initié avec le barreau du Sénégal un colloque pour consolider la vigilance des avocats dans leurs pratiques quotidiennes. L'événement, qui va durer 48 heures, a été lancé ce lundi matin. Et puis les mesures de baisse des prix des denrées de consommation courante prises il y a quelques mois par les nouvelles autorités tardent à porter leurs fruits. Au niveau des marchés, les prix s'envolent. Les consommateurs se plaignent de la cherté. Les commerçants peinent à écouler leurs produits. Sport, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. L'équipe nationale du Sénégal s'est imposée ce matin face au Burundi sur le score d'1-0, un but inscrit à la 71e minute par Ismaël Sarr sur le penalty. L'équipe du Sénégal occupe provisoirement la tête du groupe L avec 4 points. Je vous le disais dans les titres, 16 personnes ont perdu la vie ce matin dans un accident de circulation sur la route de Ndiamafal, un village de la commune de Ndangalma, c'est dans le département de Bombay. Plus de 10 blessés graves ont été enregistrés dans cet accident qui implique un bus de transport en commun et un camion. Le bus aurait d'ailleurs pris feu après la collision. Les détails dans ce récit signé Goranaklo. Diourbel s'est réveillé dans la douleur et la consternation après la mort accidentelle de 16 personnes sur la route nationale numéro 3 à Diamant dans la commune de Ndangalma. Un camion et un bus horaire de transport en provenance de Dakar sont entrés en collision et occasionnent ces pertes en vies humaines. L'accident s'est produit vers 5 heures du matin. Pour l'heure, le bilan des blessés graves évacués dans les structures sanitaires de la région de Diourbel reste à déterminer. Après la collision, le bus a pris feu, ce qui n'a pas du tout facilité l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont été alertés pour effectuer les premiers secours. Pour rappel, cet accident mortel occasionne un bilan plus lourd que l'accident de Khouroumbake qui avait fait 12 morts et une vingtaine de blessés. Et puis les habitants de la commune de Mbey, c'est dans la commune du village de Mbey plutôt, c'est dans la commune de Bambilor, récemment touchés par des démolitions, dénoncent l'attribution illégale de terrain à des particuliers inquiets. Ils interpellent les autorités sur ce conflit qui pourrait entraîner, selon eux, une escalade de tension dans la zone. Papoumar Sarr, porte-parole du collectif que nous écoutons. Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Le village de Mbey est un village qui a été complètement quadrillé. Je dirais quadrillé. Toutes les terres ici, vous faites une levée topographique, on dit que ça appartient à tel et à tel. Voilà ce qu'ils ont fait. Un partage foncier. On nous parle d'érosion côtière, mais moi je parle d'érosion moins foncière. La côte est érodée au niveau de Rufisque et de Bargny, mais ici, dans la zone de Rufisque, toutes les terres ont été érodées. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et il faut que ça cesse. Donc Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, connaissant ce problème, déjà en 2016, avait demandé des sanctions, 8 ans de cela déjà. Et aux impôts et domaines, il n'y a que ces collègues qui sont là-bas. Et ce qui est étonnant aussi, il faut le dire, tous ces papiers-là proviennent de la direction des impôts et domaines. C'est ça qui est inquiétant. Et ça n'aide pas encore. On continue à distribuer des états de charge de droit réel. Je vois même le conservateur par intérim. Par intérim. C'est un intérimaire. Hein? C'est un intérimaire qui signe tous ces papiers-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore une nomination officielle au niveau de la conservation de la propriété et des droits fonciers. Je vous le disais dans les titres, les mesures de baisse des prix de certaines denrées initiées par les nouvelles autorités il y a quelques mois tardent à porter leurs fruits après le riz
et l'huile. Les prix de certains légumes s'envolent. Le kilo de la carotte est à 2000 francs au moment où la pomme de terre, elle, se vend à 1000 francs le kilogramme. Les consommateurs se plaignent de la cherté de ces produits et les commerçants, eux, disent rencontrer des difficultés pour écouler leurs produits. Reportage au marché à Koloban, Mamseyna Boubabou. Heure de course au marché, les discussions, les éclats de rire et les marchandages se mêlent au vacarme. Les clients font leur achat tout en rouspétant à cause de la cherté des produits. Cette restauratrice vient juste de terminer ses courses. Elle est étonnée de voir les prix des kilogrammes de carottes et de la pomme de terre passer du simple au double. C'est incroyable. Le prix du kilogramme de carottes est vendu maintenant entre 1500 et 2000 francs. Pour la pomme de terre, le kilo est à 1000 francs. C'est trop cher. Que ce soit nous, les restauratrices, tout comme les consommateurs, personne n'est épargné. Derrière son comptoir, ce commerçant est dans l'attente de clients. Il confirme la hausse du prix du kilogramme de la pomme de terre qui est vendue à 1000 francs. Il peine même à l'écouler. Le prix du kilogramme de pommes de terre importées est à 1000 francs. Nous achetons le sac à 19 500. C'est trop cher. Alors que récemment, nous vendions le prix de la pomme de terre locale à 500 francs le kilo. Les clients n'achètent même plus. Depuis ce matin, je n'ai pas vendu. La carotte se fait rare dans les étals. Le peu de vendeurs qui en disposent n'ont pas de bonne qualité. Selon Fatou Sall, le prix du kilogramme est à 2000 voire 4000 francs. Il n'y a pas de carottes sur le marché. Depuis toute petite, je vends, mais c'est la première fois que je vois le prix du kilogramme de carottes importées vendu à 4000 francs et 2500 pour celui local. En plus, ce n'est pas de la bonne qualité. Regardez les carottes, je les ai achetées à un prix élevé et pourtant, personne ne l'achète. Malgré les mesures de baisse des prix, le marché devient de plus en plus cher, les prix de plus en plus élevés, et ceci au plus grand malheur des consommateurs. Parlons à présent du problème de l'entretien des marchés. Le marché aux poissons de Soumbédioune, par exemple, est devenu un véritable dépotoir à ciel ouvert. Vendeurs, pêcheurs et clients déplorent l'insalubrité qui y règne depuis plusieurs mois et malgré les plaintes, aucune intervention des autorités n'a été menée et la clientèle découragée déserte progressivement ce lieu autrefois très animé. Reportage sur place, Aïssatou Kane Moussa Fall. Sur le long de la rive, au marché de poissons de Soumbédioune, difficile de poser un pied sans trébucher sur des monceaux de déchets. Des vendeurs se frayent une place tant bien que mal. Certains s'installent sur des débris, tandis qu'une fille s'affaire à désarrêter du poisson. À proximité, un chien fouille frénétiquement dans les détritus. Cela fait des mois qu'ils vivent ce calvaire, déplore une vendeuse. Il a plu et les déchets ont été déversés sur la rive à cause du canal. Depuis, nous ne vendons presque plus car nous n'avons même plus d'espace de travail. Certains d'entre nous tombent et se blessent. Cela fait plus de 3 mois que la mairie nous vient en aide. L'eau de mer, mélangée aux ordures des canaux d'évacuation, dégage une odeur insoutenable. Ces pêcheurs semblent dégoûtés par l'état déplorable des lieux. Il y a le canal de Médina et celui du canal 4 qui déversent tous les déchets ici. Ils doivent régler ça. De plus, ils ne devraient pas venir ici nettoyer avant l'hivernage, mais plutôt après. Depuis, ils ne sont jamais revenus. À 12 heures, bataille, jusqu'à présent. La situation est telle que les clients désertent peu à peu le marché. L'État doit intervenir rapidement, réclame ce marailleur, inquiet. Que les autorités viennent voir ce qui se passe dans ce marché. Soumbédioune doit être propre. Il faut boucher ces canaux d'évacuation.
Ici, les odeurs pestilentielles et les montagnes d'ordures semblent avoir pris racine et tandis que les autorités tardent à réagir, c'est l'âme même de ce marché qui se meurt, étouffée sous les déchets. Je vous le disais tout à l'heure, la conférence internationale des barreaux et le barreau du Sénégal ont réuni des experts pour renforcer la compétence des avocats sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce colloque qui se tient ces 9 et 10 septembre vise à consolider la connaissance, la vigilance des avocats dans leur pratique quotidienne. Explication et ça tout cas. La conférence internationale des barreaux CIB et le barreau du Sénégal veulent armer les avocats sur les questions de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, selon Maître Papa Leyti Ndiaye, ancien bâtonnier du Sénégal. L'avocat doit aujourd'hui se trouve dans une posture dans laquelle aujourd'hui il doit éviter d'être utilisé pour que les gens fassent du blanchiment d'argent, pour que les gens fassent de la corruption, qu'ils fassent, un commerce d'armes de destruction massive ou autre. Je veux dire que pour ne pas en arriver à être, suspecté, pour ne pas être, un acteur de ces infractions-là, je veux dire, il est bon que l'avocat sache quels sont ses nouveaux devoirs. Il est aussi important pour l'avocat de concilier ses obligations légales avec le respect du secret professionnel. L'avocat doit respecter le secret professionnel, c'est-à-dire qu'il ne doit jamais divulguer ce que son client lui confie. Ici, il est question d'aider l'avocat de manière à ce qu'il puisse faire la différence entre secret professionnel et complicité d'activités illicites. Selon le président de la CIB, Jean-François Enroth, un État peut perdre plusieurs milliards de francs CFA à cause de la corruption et les infractions économiques et financières. La corruption, les infractions économiques et financières ont des conséquences terribles pour l'ensemble des populations au travers du monde. C'est plusieurs trillions de dollars qui sont en jeu et qui sont perdus pour les gouvernements. Ça veut dire qu'elles sont perdues, toutes ces sommes, pour les populations. Les injustices sociales vont rester, l'éducation ne va pas progresser, l'économie ne va pas progresser. Il est donc important qu'on puisse participer en tant qu'avocat dans cette lutte. Le colloque va se tenir du 9 au 10 septembre, une rencontre pour mieux sensibiliser les hommes et femmes de Tauge sur ces sujets qui préoccupent le monde entier. En politique, le parti de l'Union pour le renouveau démocratique se dit favorable à la dissolution de l'Assemblée nationale. L'URD et ses alliés se sont regroupés hier dans une coalition dénommée la Fédération du Renouveau. Une coalition qui va soutenir la mouvance présidentielle aux prochaines élections législatives. Ils ont fait face à la presse ce matin. Elisabeth Grastine et Moussa Dia. Le parti politique l'URD, Union pour le renouveau démocratique, voit la dissolution de l'Assemblée nationale comme une nécessité. Une assemblée soit dissoute après des élections nationales, c'est naturel. Et c'est le jeu même démocratique. Et ça se passe exactement comme ça dans tous les pays du monde. Enfin, qui ont notre régime, en tout cas, semi-présidentiel. On l'a vu en France depuis des décennies, ça se produit. Et ça s'est produit au Sénégal au moins 2 fois. En 2000, on a dissous. En 2012, on a dissous. La seule différence aujourd'hui, je le faisais signaler l'autre jour, c'est que la dissolution relève de la nature des choses. Parce que les gens ne peuvent pas se parler. Le climat, il y a trop de suspicions. Il y a aussi beaucoup de méfiance entre les acteurs, de sorte que je ne vois pas d'autre solution que la dissolution. En préparation des élections législatives, le Parti pour le renouveau démocratique, avec sa nouvelle fédération, dit de ne pas être ni de l'opposition ni du pouvoir. D'abord, nous avons notre fédération qui est en elle-même une coalition. Le problème se pose moins à ce niveau-là. Il se trouve aussi que, nous l'avons dit, nous ne sommes pas de l'opposition. Qui n'est pas de l'opposition et du camp auquel on s'oppose, forcément. Donc,
Tout cela est en pleine réflexion. Et nous ne savons pas encore ce qu'il conviendra de faire. La seule certitude qui nous habite, c'est que nous irons aux élections et nous y préparons. Avec qui d'autre en dehors de la fédération? On verra. L'URD a accueilli de nouveaux alliés, un renfort de taille qui réjouit le cœur du secrétaire général du parti et de la nouvelle fédération du Renouveau. Ça veut dire que là où nous étions le plus faible dans tout le Sénégal, eh bien nous devenons l'un des plus forts à cause de ces deux ralliements-là, qui, je puis vous dire, sont inespérés et pour cause. Donc Dieu merci et nous remercions beaucoup aussi, avant tout nos amis, qui ont permis cet espoir-là et vraiment qui nous ont assuré de leur détermination. Nous les connaissons sur le terrain. Le mouvement départemental de la jeunesse dirigé par Boubacar Diallo et le mouvement Diwan avec Omar Dem en tête, deux grands mouvements issus de la région de Matam qui font renaître de l'espoir au sein du parti pour le renouveau démocratique. Mauloud 2024, jour J-5, le COSCAS compte installer 1000 bâches avec des chapiteaux pour cet événement qui coïncide avec la saison des pluies. La commission Arlou Soufa, elle, assure que toutes les bâches seront installées avant la dernière bourda et que des équipes de veille vont assurer la sécurité. Les détails avec Aliou Sow et Mafalfal. Certains sur des échelles, d'autres transportent des types. Les électriciens au montage, c'est ce qui campe le décor de l'esplanade de la mosquée Serigne Babacar Sy. Ici, la commission Arlou Soufa du COSCAS s'active pour monter les 1000 bâches. Au plus tard, la clôture du Bourdeau. À l'esplanade de la mosquée Serigne Babacar Sy, nous avons presque terminé, de même qu'au Zawiya El Hadji Malick Sy. Il nous reste juste la maison des marabouts. Nous faisons un travail en chaîne. Après avoir monté les bâches, les électriciens vont passer. Au plus tard, la fin du Bourdou, nous allons installer toutes les bâches. Mais il y aura une équipe qui va assurer le suivi. Pour cette 122e édition, la célébration du Maulid va se faire en plein hivernage. El Hadji Podor Sow et ses camarades rassurent sur les dispositions. Cette année, nous avons monté des bâches en forme de gabeline. Au cas où il y aurait des fortes précipitations avec du vent, les bâches vont résister. Avec plus de 200 membres constitués essentiellement de jeunes, cette commission compte le plus de membres au sein du COSCAS. Nous avons 290 membres. Sur ce nombre, les 190 ont au moins 15 ans. 1000 bâches et 3 chapiteaux vont être installés à Tivaouane. Objectif, permettre aux pèlerins de passer un bon gamou à l'abri de la pluie. Et à Thiès, l'association Communauté Family de la cité l'AMI a initié des actions citoyennes pour embellir leur quartier. La majorité des façades arborent désormais une teinte marron, marquant une volonté de réduire les disparités sociales. Des campagnes de reboisement ont aussi été menées, améliorant l'environnement du quartier. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Nous sommes au quartier Cité-Lamy dans la commune de Thiès-Est, un quartier qui change petit à petit d'usage, des murs peints en marron. Une mobilisation citoyenne est passée par là. Même nos mamans, nos grandes-mamans, nos mères, nos grandes sœurs ont donné de leur dû. Ils ont donné même leurs 1000 francs, leurs 2000 francs. Tout était à refaire dans ce quartier. Non seulement c'est un quartier modeste, nous sommes nés dans ce quartier-là. L'esprit citoyen aussi, si vous regardez un peu, les murs ont à peu près la même hauteur. Mais ce n'était pas comme ça au début. Bon, de fil en aiguille, nous avons fait de la maçonnerie. Après la maçonnerie, maintenant, nous avons décidé de peindre tous les murs en marron. Il est difficile de faire le distinguo entre nanti et moyen nanti. Une façon pour la communauté dénommée Plateau Family de lutter contre les disparités sociales. Qui a quelque chose, qui n'a pas quelque chose, qui est plus aisé que l'autre. Alors, et ça, nous l'avons hérité de nos parents. Dans ce quartier-là, le jour des fêtes, il y a des zones où les parents se rencontraient pour partager le déjeuner.
les jours de Tabaski, de Korité, il y a des zones, il y a spécialement 3 ou 4 zones où les parents ramenaient là-bas leur bol et mangeaient ensemble. Les parents allaient ensemble à la mosquée, revenaient. À côté des murs ondulés, des arbustes font aussi le décor. On a dit qu'on ne s'arrêterait pas à embellir, à rendre propre le quartier seulement, mais il faut aussi avoir du reboisement. Vous le voyez bien, on a planté 96 arbustes. On les a protégés par des grillages et des pneus. La communauté Plateau, famille de Cité Lamy, a dégagé 6 millions de francs CFA pour peindre les murs et procéder à un reboisement. Rendez-vous sous peu. En mode sport, à présent, l'équipe nationale du Sénégal de football s'est imposée aujourd'hui contre le Burundi au score d'1-0. Un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Un but inscrit à la 71e minute sur penalty par Ismaël Assar. Les Lions du Sénégal occupent provisoirement la tête du groupe L avec 4 points. Un résultat satisfaisant pour le sélectionneur national des Lions, Aliou Cissé, que je vous propose d'écouter. On est heureux d'avoir gagné ici parce que ça nous permet de reprendre déjà la première place de ce groupe. Je le répète encore, à vue d'œil, on a l'impression que c'est un groupe facile, mais ce n'est pas si facile que ça parce qu'on parle du Burundi, mais le Malawi aussi, ça sera un client. Mais aujourd'hui, on est heureux parce qu'on était dos au mur. Il fallait quand même, sur le plan comptable, en réalité, empocher les 3 points. C'est ce que nous avons fait. Je souligne vraiment la détermination des garçons parce que ce n'était pas évident face à une équipe qui a très bien défendu, qui nous a laissé le ballon. Je pense qu'on a été patient et on a pu les contourner. En première période, si on avait un petit peu plus de réussite et un peu plus d'application sur les centres, je pense qu'on aurait pu marquer. Mais nous sommes très satisfaits de cette victoire-là et surtout sur le plan comptable. Ça nous remet encore en course. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.